On se retrouve dans la bibliothèque. Bienvenue à toutes et à tous. Ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle émission d'histoire, bien entendu. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un débat, un sujet délicat qui a provoqué des débats houleux dans l'actualité américaine, mais aussi européenne. Je parle bien entendu, vous l'avez vu dans le titre, de l'histoire du racisme institutionnalisé des Noirs aux États-Unis, autrement appelé bien sûr la ségrégation. L'histoire de la ségrégation, elle nous est surtout connue par les films. Des films qui ont représenté un contexte, celui des années 1960, et la décennie des années 60, c'est tout simplement celle des droits civiques, de la lutte pour les droits civiques. Qui a mené cette lutte? Plus généralement, des figures qu'on a rencontrées à l'école. Ça peut être bien sûr Martin Luther King, Malcolm X, mais aussi Rosa Parks ou Angela Davis. Mais avant les années 60, l'histoire de la ségrégation, elle est plutôt méconnue, surtout de notre côté de l'Atlantique. Et il faut savoir que un siècle avant la décennie de la lutte pour les droits civiques, c'est-à-dire dans les années 1860, a débuté un événement fondateur de l'histoire des États-Unis, c'est la guerre de sécession. C'est cette même guerre qui va mettre fin à un autre phénomène tragique de l'histoire, c'est l'histoire de l'esclavage des Noirs en Amérique, hérité de la traite coloniale des Européens. Vu l'étendue du sujet sur l'histoire de la ségrégation, on va vous dérouler ça sur plusieurs épisodes. Donc là, vous avez le premier épisode, n'hésitez pas à aller voir les suivants. L'idée, c'est de pouvoir prendre notre temps, vous donner un contenu qualitatif, et puis au travail. Pour comprendre comment on est passé de l'horreur des champs d'esclaves à la ségrégation raciale organisée dans les États du Sud, il faut revenir sur les grandes phases de la construction des États-Unis et aussi bien sûr des prémices de la guerre de sécession. À partir du XVIe siècle, l'Espagne, le Portugal, puis suivi de près par la France et l'Angleterre ainsi que la Hollande au siècle suivant, tous ont recours à la traite des Noirs pour leurs colonies américaines. L'esclavage atteint ainsi son apogée au XVIIIe siècle. Mais c'est aussi au XVIIIe siècle que la voix de penseurs européens s'élève contre ces pratiques. Tandis qu'en parallèle, les révoltes des esclaves sont toujours plus fréquentes dans les Amériques. En 1783, les États-Unis gagnent leur indépendance sur la couronne britannique. Leur constitution, rédigée 7 ans plus tôt, est très libérale politiquement. Elle ne correspond pas avec le principe esclavagiste. Plusieurs États abolissent donc l'esclavage dès la fin de la guerre d'indépendance. Le Vermont est le premier État à abolir totalement l'esclavage, tant dans la traite que dans l'élevage. Même si ce mot est horrible à employer, c'est le mot qui est utilisé pour pouvoir parler de la possession d'esclaves, de l'achat sur le long terme. En quelques dizaines d'années, le Vermont est suivi par la Pennsylvanie et par plusieurs États du nord des États-Unis. C'est en 1807, date cruciale, que la traite est abolie partout sur le territoire. La contrebande persiste, mais les esclavagistes préfèrent favoriser l'élevage plutôt que l'achat illégal. Les États-Unis sont un pays indépendant, mais leur véritable tournant démocratique n'advient qu'au XIXe siècle. Le développement des écoles, le développement du journalisme se fait sous le président Jefferson, tandis que la conquête de l'Ouest, du célèbre Far West, ainsi que l'extension de l'administration fédérale se fait sous le président Jackson. Mais malgré une politique étatique qui va dans le sens de l'union, le fossé entre le Nord et le Sud s'accentue, dans leur système économique avant tout, mais aussi au fur et à mesure dans leur identité. Si les premiers colons des 13 colonies originelles venaient d'horizons divers, chacun, au nord comme au sud, ont choisi, selon leur contexte, selon leur climat, une marche différente à suivre. Dans le nord bostonien, on a plutôt choisi une agriculture de subsistance et au XIXe siècle, on a mécanisé, industrialisé le textile et en fait, on a urbanisé toute cette région. Donc dans le nord, on a plutôt des villes très denses, avec des populations noires libérées dans la grande majorité des cas, mais qui vivent dans une pauvreté significative. Dans le sud, qu'on a appelé virginien, on s'est concentré plutôt autour de plantations de coton, de tabac, donc des cultures d'exportation qui vont être au fur et à mesure de plus en plus dépendantes du marché extérieur, avec des populations serviles noires qui sont commandées par des familles blanches sur un modèle plutôt aristocratique, rural, et cela, vous l'avez bien compris, même après l'abolition de la traite en 1807. Sauf que la situation des esclaves commence à émouvoir l'opinion publique. Les églises, comme les Quakers depuis la fin du XIXe siècle, font pression pour l'abolition totale de la pratique, tandis que la presse, la littérature
permettent la diffusion d'images de traitements inhumains sur les esclaves au sud, ce qui fait que la population au nord commence, elle, à faire de plus en plus pression pour que l'entièreté des États qui constituent l'Union des États-Unis d'Amérique abolissent l'esclavage à leur tour. Au milieu du XIXe siècle, la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Sud ont déjà choisi la voie de l'abolition. Le sud des États-Unis se retrouve donc isolé avec son système. C'est alors que les grands planteurs du Sud décident de s'unir, principalement en lobbying, pour pouvoir promouvoir leur modèle au Sénat, et ainsi le conserver au maximum, et aussi s'exporter vers l'Ouest. Parce que pour rappel, l'Ouest est encore libre pour s'implanter, et la conquête est en marche. Les États sont autonomes pour choisir leur système, et cette autonomie bloque toute perspective de les mettre d'accord. À l'Ouest, les populations du Nord et du Sud se mélangent, ce qui oblige les nouveaux États créés à devoir choisir leur système, pour ou contre l'esclavage. Ainsi, chaque État tente d'attirer l'Ouest dans son giron et donc dans son système. En 1850, la Californie décide de refuser l'esclavage, tandis qu'on laisse au Nouveau-Mexique la possibilité de choisir. Les anciens États, de leur côté, vont faire pression au Sénat pour tenter d'attirer dans leur giron les nouveaux États créés à l'Ouest. En 1854 naît le Parti républicain, fondé sur 3 idées très importantes: restreindre l'esclavage au cercle familial, par conséquent refuser les grandes plantations et faire taire tout chantage du Sud. C'est un de ces candidats aux élections présidentielles de 1860 qui va mettre le feu aux poudres. Son nom est Abraham Lincoln. L'élection présidentielle de 1860 est singulière dans l'histoire des États-Unis. Pour la première fois, 4 candidats vont être présentés au scrutin. Avec 4 possibilités de vote, les démocrates se divisent, notamment ceux du Sud qui sont âprement favorables à l'esclavage, et c'est donc le républicain Abraham Lincoln qui gagne l'élection, avec 40% des voix. Et là, tout s'accélère. Le 20 décembre 1860, la Caroline du Sud fait sécession. Elle décide de sortir de l'Union et ne reconnaît pas le président élu à Washington. Début février 1861, 7 États se rassemblent à Montgomery et signent ensemble la Constitution des États confédérés d'Amérique. Ils nomment Jefferson Davis président, mais l'État de Washington, qu'on appelle ici l'Union, dénonce cette rupture, la considérant comme anticonstitutionnelle. Les hostilités commencent quelques mois plus tard, le 12 avril 1861, à Fort Sumter, près de Charleston. Par la suite, 4 nouveaux États, dont la Virginie, située à la frontière de Washington, rejoignent les Confédérés. Une guerre totale commence, puisant dans les ressources de chaque femme et de chaque homme, et opposant jusqu'à 2 millions de soldats unionistes au nord et 700 000 soldats confédérés au sud. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire un descriptif très précis de l'histoire militaire durant la guerre de sécession, mais plutôt, du coup, comme vous l'avez compris, de parler de son déclenchement et de la situation des Noirs durant cette guerre. Dans les armées du Nord, comme dans les armées du Sud, les Noirs vont être majoritairement affectés à un rôle de logistique, c'est-à-dire qu'ils vont porter le matériel, porter les munitions ou être affectés en cuisine. Et ça va être une constante durant toute l'histoire américaine pendant un siècle. C'est-à-dire que dans l'armée, les Noirs ne doivent pas porter les armes. Bien sûr, il existe des exceptions. À partir de 1862, dans les armées du Nord, des Noirs vont porter la tunique bleue des célèbres armées nordistes. Toutefois, elles ne seront employées qu'à des fins de défense, dans les milices de ville ou comme sentinelles des camps, et parfois comme marins sur les navires de guerre. On a connu des cas de soldats qui ont combattu sur les champs de bataille et qui d'ailleurs ont servi à des fins de propagande également, mais on peut compter en général 200 000 Noirs qui ont combattu avec les armées nordistes. Mais une autre question se pose. Est-ce que des soldats noirs se seraient battus pour le Sud, en tant qu'esclaves qui auraient décidé de défendre leur maître? La vérité, c'est qu'on trouve un bataillon noir uniquement dans un seul camp de défense en Louisiane en 1861 et aucune idée pour savoir est-ce qu'ils se sont réellement battus. À côté de ça, les masses serviles avaient plutôt l'habitude de fuir leur maître dès que les armées nordistes approchaient de leur domaine. Même s'ils ont aussi servi à la logistique, la propagande autour de soldats noirs dans le Sud a persisté et surtout un mythe a persisté dans l'histoire pour dire que ces Black and Grey ont existé. Black and Grey signifiant bien sûr les Noirs ayant revêtu la tunique grise des soldats sudistes. Toujours d'après l'historien Kevin Levin, les Black and Grey seraient nés en fait dans les années 1970 afin de créer un contre-discours à celui qui avait été fait sous Martin Luther King, comme quoi les Noirs n'étaient au Sud que des esclaves.
En 1862, les combats vont s'intensifier. Le Sud prend quelque temps l'avantage dans les États disputés, car il profite d'une mobilisation rapide et d'une ferveur intense dans les combats. Mais le Nord a une population bien plus grande et une puissance plus importante. Le conflit va donc s'enliser à l'Est, où chaque camp tient fermement sa ligne de front, tandis que les capitales ne sont qu'à 200 km l'une de l'autre. Pour rappel, le Nord c'est 23 États, plus 2 qui vont le rejoindre pendant la guerre. Une population de 22 millions d'habitants environ, une économie en voie d'industrialisation, un réseau de chemin de fer serré, des ports dynamiques, de plus grandes ressources financières et donc la possibilité de tenir un blocus sur les ports du Sud tout au long du conflit. Le Sud, quant à lui, c'est 11 États, près de 9,5 millions d'habitants, dont 6 millions de blancs et un peu plus de 3 millions de noirs. L'importance numérique des noirs va faire peser la crainte chez les blancs d'une grande révolte d'esclaves, et cela tout au long de la guerre. L'écart entre les forces est grand, mais personne ne prend l'avantage jusqu'aux premières grandes victoires du Nord en 1863. D'abord Victoria à Gettysburg, en Pennsylvanie, puis à l'ouest, à Vicksburg, où le général Grant ouvre la voie pour conquérir la vallée du Mississippi. En 1864, les forces de Sherman transpercent les lignes sudistes et s'emparent d'Atlanta, centre de communication vital pour les confédérés. Peu à peu, les forces de ces derniers s'effondrent. Richmond est prise le 3 avril 1865 et le général Lee se rend à Appomattox 6 jours plus tard. C'est la fin de la première guerre civile américaine et d'un conflit total qui aura provoqué la mort d'au moins 700 000 personnes. Dès 1863, Lincoln avait libéré les esclaves des États révoltés et avait déclaré officiellement leur citoyenneté américaine. Mais c'est seulement au traité de paix de 1865 qu'on va pouvoir commencer à l'institutionnaliser réellement. De l'autre côté, les tensions entre le Sud et le Nord ne vont pas s'arrêter au traité de paix. Le Sud résiste psychologiquement à l'occupant et si on a souvent dit dans la communauté des historiens que le Nord égalitaire avait vaincu le Sud aristocratique, la situation sociale ne va pas changer tant que ça. Mais le Sud n'a plus de pouvoir et son économie est ruinée. La phase de reconstruction commence et elle va être difficile, sachant que le président Abraham Lincoln est assassiné par un acteur de théâtre le 14 avril 1865. Son successeur, Andrew Johnson, va devoir prendre le relais et il n'est pas forcément apprécié au Sénat, ce qui est chaud pour sa gueule. Mais on verra les conséquences de la guerre de sécession et la mise en place de la ségrégation effective seulement dans un épisode suivant. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur la guerre de sécession. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. C'est le premier épisode qu'on tourne, c'est le premier tournage, donc n'hésitez pas à donner des avis, des conseils, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, nous ça nous aide toujours. Et puis on se retrouve dans la bibliothèque. À bientôt.